Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de réseau. Ce cours est en fait une remise à niveau, un rattrapage qui doit compenser les séances de S2 que vous n'avez pas faites. Ce seront uniquement des TP, dans lesquels les concepts de ce cours seront vus en pratique. Il est donc indispensable de suivre avec attention cette vidéo avant de venir en TP. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas compris ou à poser vos questions à l'intervenant lors de la séance. Voici quelques références sur lesquelles ce cours est basé. La plus évidente est le livre de référence Les réseaux, par Andrew Tannenbaum aux éditions Duno. Il est disponible à la bibliothèque de l'IUT. Les deux autres sont le cours de Olivier Gluck, qu'il est enseignant en réseau en licence à Lyon 1, ainsi que le cours de M. Ostroboukov, que vous connaissez bien. Voici le plan de ce cours. Nous commencerons par des généralités et rappels de l'année dernière, notamment le modèle OSI. Nous verrons ensuite le protocole IP, son adressage et la manière dont le routage s'effectue, et nous terminerons par TCP. Commençons donc, maintenant, avec les généralités sur le réseau. Le but du réseau est de faire communiquer entre eux des équipements distants hétérogènes. Par hétérogène, nous entendons pas le même matériel. Par exemple, un PC et un smartphone, ou un smartphone et un objet connecté. Mais même si le matériel est identique, ce n'est pas forcément non plus le même OS. Par exemple, un PC sous Windows et un PC sous Linux doivent pouvoir communiquer entre eux. Enfin, même si l'OS et le matériel sont identiques, ce n'est pas non plus nécessairement les mêmes applications qui vont communiquer. Par exemple, un mail envoyé avec Outlook doit pouvoir être lu avec Firebird. La stratégie classique pour résoudre un problème complexe est diviser pour régner. Il faut savoir subdiviser un gros problème complexe en petits problèmes simples. C'est ce que propose de résoudre, de manière formelle, le modèle Open System Interconnection, ou OSI. Le modèle OSI propose 7 couches séparées en deux parties. La gestion de l'application est représentée par les 3 couches supérieures. Ce sont les couches dépendantes de l'application. Les 4 couches inférieures sont celles qui gèrent le transport de l'information proprement dite, indépendamment du type de l'information elle-même. Elles ne dépendent donc pas de l'application. À l'IUT, les différentes implémentations des couches 1 à 4 sont vues en réseau S2 et S3, alors que les couches 5 à 7 sont vues en client-serveur, en S4. En réseau donc, ce sont les 4 premières couches du modèle OSI qui vont nous occuper. Les couches 1 et 2, physique et liaison, ont déjà été vues en S2 avec M. Ostromokov. Nous allons donc, dans ce rattrapage, nous attarder sur les couches 3 et 4, avec les implémentations les plus courantes de ces couches, IP pour les réseaux et TCP pour le transport. Le programme de S3 sera ensuite consacré à des approfondissements de ces concepts. Commençons par le protocole IP. La couche réseau, telle qu'elle est définie dans le modèle OSI, a pour rôle d'assurer le transport de l'information de pair à pair, c'est-à-dire de la machine hôte à la machine destination. Vous connaissez peut-être mieux le terme peer-to-peer. Elle assure les différentes fonctions de relais et de service entre entités du réseau. L'adressage, bien évidemment, qui sert à l'identification des pairs et qui est spécifique au protocole utilisé, le routage ou la commutation, pour déterminer le chemin qu'empruntent les données transportées, le contrôle de flux, qui adapte le débit aux différentes capacités des hôtes, et éventuellement la détection d'erreurs. La couche réseau peut fonctionner en mode connecté, c'est-à-dire qu'un circuit fixe sera établi pour toute la communication ou pas. Nous allons voir que IP ne reste pas tout à fait OSI, car il n'implémente qu'une partie de ses fonctionnalités. IP signifie Internet Protocol. Il s'agit du protocole réseau le plus connu, et comme son nom l'indique, il est dédié à l'interconnexion de réseaux. C'est la nature intrinsèque d'Internet, dont le nom même est un diminutif qui signifie Interconnection Network.
IP assure certaines fonctions de la couche réseau mentionnées sur le transparent précédent. Transmission des données, adressage, routage, mais aussi fragmentation des données, car les équipements IP ont une limite en termes de taille de paquet. Signalons rapidement qu'il y a plusieurs versions d'IP. IPv4 est la version que nous verrons dans ce cours. Elle n'offre pas de contrôle de flux et s'effectue sans connexion préalable. Ses capacités d'adressage, c'est-à-dire le nombre d'adresses disponibles, sont limitées. En fait, nous verrons dans un cours ultérieur que toutes les adresses IPv4 sont déjà épuisées. IPv6 est la nouvelle version d'IP, plus moderne et disposant de fonctionnalités plus étendues, mais son déploiement est encore assez limité. Nous ne verrons pas IPv6 dans ce cours, nous nous contenterons d'IPv4. Il faut bien comprendre que IP est un service best effort, c'est-à-dire en gros qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il n'est pas fiable. Un paquet peut être perdu, dupliqué ou remis hors séquence, c'est-à-dire que l'information n'est pas délivrée dans l'ordre. De plus, IP est sans connexion, c'est-à-dire que l'émission des paquets se fait sans prendre contact avec le récipiendaire. De fait, un hôte, même surchargé, ne peut refuser un paquet. Il n'y a aucun contrôle sur aucun des aspects à ce niveau. De même, IP n'établit pas de circuit virtuel. Les paquets peuvent emprunter des routes différentes, et si un paquet est en retard ou perdu, le message entier est perdu. Nous allons maintenant voir brièvement la structure d'un paquet IP. Son format général est assez simple. Il a une en-tête suivie d'une partie donnée. Voilà à quoi ressemble l'en-tête. Nous n'allons pas détailler tous les champs, mais j'attire votre attention sur trois en particulier. L'adresse source, qui contient l'adresse IP de la machine qui émet le paquet. L'adresse destination, qui contient, comme son nom l'indique, l'adresse de la machine destinataire du paquet. Et la durée de vie, ou TTL, Time to Live, qui indique le nombre d'équipements réseau que le paquet peut traverser sans être détruit. Ce dernier champ sert notamment à éviter qu'un paquet tourne indéfiniment sur le réseau en raison d'un mauvais routage. Voyons maintenant le premier composant fondamental du protocole IP, son adressage. Nous l'avons vu, IP est dédié à l'interconnexion de réseaux, qu'ils soient locaux ou distants. C'est donc la pierre angulaire d'Internet. Et comme tous ces réseaux sont différents mais connectés, il est nécessaire de disposer d'un identifiant unique pour chaque machine que l'on peut adresser. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs millions. Une adresse IPv4 pèse 32 bits, ou 4 octets, qui sont scindés en deux parties non nécessairement égales. La première est le numéro de réseau, qui permet d'identifier le réseau local. La deuxième est le numéro de machine, qui identifie la machine sur ce réseau local. Il est important de comprendre que les adresses IP s'utilisent en binaire. Toutefois, pour un usage pratique, il est courant de les décrire avec 4 nombres décimaux, entre 0 et 255, chaque nombre représentant alors un octet. Vous allez toutefois vous apercevoir que cette notation peut s'avérer trompeuse avec l'utilisation des sous-réseaux. Presque toutes les adresses IP font l'objet d'une attribution publique par un organisme international nommé le NIC, ou Network Information Center. Dans la pratique, le NIC n'attribue que des adresses de réseau. Ce sont les administrateurs locaux qui affectent les numéros de machine. En IPv4, les adresses IP se partagent en plusieurs classes. Les adresses de classe A sont constituées d'un numéro de machine sur 24 bits de poids faible et d'un numéro de réseau sur 7 bits de poids fort, avec le dernier bit de poids fort toujours à 0. Ils se répartissent entre les adresses 1.0.0.0 et 126.0.0.0 et sont réservés aux réseaux de grande envergure.
Les adresses de classe B sont constituées d'un numéro de machine sur les 16 bits de poids faible et d'un numéro de réseau sur les 14 bits de poids fort, les deux derniers bits de poids fort étant à 1, 0. Elles se répartissent entre les adresses 128.1.0.0 et 191.254.0.0 et sont réservées aux réseaux de moyenne envergure, comme les universités ou les centres de recherche. L'université Lyon 1 dispose de l'adresse réseau 134.214.0.0, qui est donc une adresse de classe B. Les adresses de classe C sont constituées d'un numéro de machine sur les 8 bits de poids faible et d'un numéro de réseau sur les 21 bits de poids fort, les trois derniers bits de poids fort étant à 0. Elles se répartissent entre les adresses 192.0.1.0 et 223.255.254.0 et sont réservées aux PME, PMI ou les sites de petite envergure avec moins de 254 machines. Enfin, la classe D est la classe du multicast avec 28 bits à usage général. Elle s'étend sur les adresses de 224.0.0.1 à 239.255.255.255 et ne représente pas un réseau spécifique mais un ensemble de machines voulant partager la même adresse pour participer à un même groupe. L'ensemble de ces machines seront adressées comme une seule entité, c'est-à-dire qu'un paquet à destination d'une adresse multicast touchera plusieurs machines simultanément. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des trous dans les plages que nous avons spécifiées jusqu'à présent. C'est tout à fait normal, car le reste est dédié à des adresses particulières ou réservées. Alors quelles sont ces adresses particulières? Dans un premier temps, si la plage des bits dédiée à la machine dans une adresse IP est intégralement à 0, alors nous avons affaire à une adresse de réseau. Cette adresse ne peut pas être attribuée à une machine. Par exemple, dans une adresse standard de classe C, si les 8 derniers bits sont à 0, alors l'adresse est une adresse de réseau et pas de machine. De manière similaire, si tous les bits machine sont à 1, alors l'adresse est une adresse de diffusion ou broadcast. Cette adresse atteint toutes les machines du réseau local désignées par l'adresse réseau correspondante, celle que l'on obtiendrait en plaçant ces mêmes bits à 0. Autre adresse particulière, l'adresse 127.0.0.1 est l'adresse de bouclage, ou loopback, ou encore localhost. Elle correspond tout simplement à la machine locale, quelle que soit son adresse IP réelle. Si une machine envoie un paquet à 127.0.0.1 comme adresse de destination, elle se l'envoie tout simplement à elle-même. Enfin, certaines plages d'adresses sont destinées à un usage privé. Nous avons vu un peu plus tôt que l'attribution des adresses IP est publique. Nous y reviendrons, mais cela signifie que deux machines joignables sur Internet ne peuvent évidemment pas disposer de la même adresse IP. Toutefois, il existe des plages d'adresses, une par classe, que n'importe qui peut utiliser de manière privée au sein d'un réseau domestique par exemple. Ce sont les adresses de réseau 10.0.0.0 pour la classe A, 172.16.0.0 à 172.31.0.0 pour la classe B, et 192.168.0.0 à 192.168.255.0 pour la classe C. Évidemment, ces adresses étant privées, elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un réseau qui serait déconnecté d'Internet. Nous verrons un peu plus tard que ces adresses ne sont pas routées par les routeurs publics. L'adressage IP pose toutefois un problème fondamental. Étant donné une adresse, comment puis-je différencier la partie réseau de la partie machine? Vous pourriez dire qu'il suffit d'identifier sa classe pour faire cette distinction. Mais il faut savoir que les classes d'adresses n'ont pas d'existence officielle, et qu'elles ne sont qu'une convention standard qu'il n'est pas forcément nécessaire de respecter. Or, il est nécessaire pour le système
de pouvoir faire la distinction entre réseau et machine, par exemple pour le routage. En conséquence, une adresse n'est jamais donnée seule. Elle est toujours associée à un masque de sous-réseau, qui permet de faire la distinction entre partie machine et partie réseau de l'adresse. Un masque de sous-réseau a le même format qu'une adresse IP. Les bits à 1 désignent la partie réseau et les bits à 0 dessinent la partie machine. Pour obtenir l'adresse du réseau, il suffit de faire un « et » logique entre l'adresse de la machine et le masque. Notez que si le masque n'est pas spécifié, alors il convient de considérer le masque standard de la classe IP à laquelle cette adresse appartient. Par exemple, considérons l'adresse machine 134.214.21.53 et le masque 255.255.0.0. Dans ce cas, l'adresse réseau obtenue avec l'opération « et » logique est 134.214.0.0, qui est l'adresse du réseau local auquel appartient la machine 134.214.21.53. Attention, l'opération est assez évidente en base 10 quand on utilise, comme ici, un masque standard. Mais dans le cas contraire, il faut absolument faire le calcul en binaire, sous peine de se tromper. Le fait de parler de masques non standards nous permet d'évoquer la constitution de sous-réseaux locaux ou subnetting. Le principe est de prendre des bits sur la partie machine dans le masque standard pour adresser des sous-réseaux. Par exemple, considérons l'adresse de réseau 214.123.115.0, de catégorie C donc, avec un masque non standard 255.255.255.224. En binaire, 224 vaut 3 1 suivi de 5 0. Sur la partie machine, nous avons pris 3 bits supplémentaires pour nos sous-réseaux, donc a priori 8 sous-réseaux possibles. Mais en réalité, seulement 6, car il n'est pas conseillé de mettre les 3 bits à 0 ou 1 pour des raisons d'ambiguïté potentielle. Les adresses de sous-réseaux résultantes sont alors 214.123.115.32.164.128 et ainsi de suite. Notez que dans ce cas, les adresses réseau ne se terminent pas par 0. Terminons cette partie adressage par la notation CIDR. Cette notation permet de désigner, en une seule écriture, à la fois l'adresse de réseau et le masque. On remplace le masque par le nombre de bits à 1 dans le masque. Par exemple, 134.214.0.0/16. Cette notation permet également d'agréger deux réseaux de classe C. Par exemple, 193.127.32.0 et 193.127.33.0 peuvent être concaténés sous la forme 193.127.32.0/23. La deuxième composante essentielle de IP est le routage, que nous allons voir maintenant. Le routage IP est le travail le plus important de la couche IP. Son travail est d'amener les paquets IP à destination, depuis la source vers la destination. C'est un travail entre hôtes qui ne sont pas sur le même réseau, dit de pair à pair. Généralement, c'est un appareil dédié qui se charge de ce travail, un routeur, mais il peut également être assuré par une machine. Idéalement, la route devrait tenir compte de la charge du réseau, c'est-à-dire du nombre de paquets actuellement en transit sur les liaisons qui vont être empruntées, de la taille du paquet, plus ou moins importante, du type de service demandé, par exemple streaming ou transfert de données, ou encore évidemment de la topologie du réseau afin de trouver le trajet le plus court. Mais en pratique, ces paramètres ne sont pas vraiment pris en compte.
Il existe deux familles de routage. Le routage direct, ou routage de niveau 2, qui permet de délivrer un paquet à une machine connectée au même réseau local. Dans ce cas, l'émetteur détermine l'adresse physique et envoie le paquet en utilisant le protocole ARP. Mais le cas le plus courant est le routage indirect. Dans ce cas, le destinataire n'est pas sur le même réseau local et il faut alors passer par un routeur. Le problème est de déterminer lequel. Cela se fait avec la classe d'adresse, le masque de sous-réseau et la table de routage. Le routage est un processus qui détermine la route empruntée par un paquet réseau de la source jusqu'à la destination. Voici le principe de la méthode. Il faut déjà bien comprendre que le routage est effectué entre routeurs, c'est-à-dire d'un routeur du réseau de départ jusqu'à un routeur du réseau de destination. Pour bien choisir le routeur sur lequel envoyer le paquet, le système utilise une table de routage, avec au minimum deux entrées, l'adresse du réseau de destination et l'interface de sortie ou l'adresse IP du prochain nœud. Le routage n'est donc pas un processus global, mais s'effectue de proche en proche. La table de routage peut éventuellement comporter des informations additionnelles, comme l'état de la route, en termes de charge ou de qualité, ainsi que le coût de la destination, généralement mesuré en nombre de sauts. La table de routage est obligatoirement présente sur chaque routeur, mais aussi sur chaque PC, même s'il n'effectue pas d'action de routage. Voici un exemple de routage. On peut voir ici trois réseaux: 10.1.2.0, 10.1.3.0, ainsi que 10.1.1.0. Le routeur, au centre de la figure, dispose d'une table de routage avec une route pour chacun de ces réseaux. Par exemple, pour atteindre le réseau 1.2.0, il faut envoyer le paquet par l'interface E0. La table de routage permet donc d'indiquer la prochaine passerelle en fonction de la destination. Elle est utilisée très fréquemment, plusieurs centaines de fois par seconde sur un serveur. La création et la mise à jour d'une table de routage peut se faire de plusieurs manières. Manuellement, en utilisant une interface graphique ou la commande route, dynamiquement, avec des démons de routage comme ceux que nous allons voir dans la suite du cours, ou par des messages ICMP redirect. Ce dernier cas est un ajustement un peu particulier que nous détaillerons un peu plus tard. Par routage statique, on entend des routes créées automatiquement et systématiquement par la machine, par exemple vers le localhost, ou ajoutées manuellement par l'administrateur. La table de routage contient naturellement la route vers les réseaux auxquels la machine est directement connectée. Mais le problème est que, bien entendu, elle ne peut pas connaître l'intégralité de tous les réseaux locaux connectés à Internet. La solution est donc de procéder de proche en proche, comme pour DNS. Si une machine ne sait pas joindre le réseau du destinataire, elle connaît au moins l'adresse d'une passerelle un peu plus proche de la destination, donc censée être mieux renseignée. Voici l'algorithme simplifié du routage. Supposons qu'une machine M expédie un paquet à une adresse ID. Pour chaque nœud du circuit, y compris la machine source, le traitement suivant est fait. L'adresse réseau IN est extraite de l'adresse ID avec un simple et logique entre le masque et l'adresse. Si IN correspond au réseau de l'expéditeur, alors il n'y a pas besoin de routage et le nœud peut effectuer ce que l'on appelle une remise directe. Il envoie directement le paquet à la machine via la couche liaison à la machine de destination. Si ce n'est pas le cas, mais que IN apparaît dans la table de routage,
alors le nœud envoie le paquet sur la passerelle indiquée. Si ce n'est toujours pas le cas, mais qu'il existe une route par défaut, alors le nœud envoie le paquet sur cette route par défaut. Enfin, si tout le reste échoue, alors le paquet est détruit et une erreur de routage est envoyée via ICMP avec le message Destination Unreachable. Vous avez sans doute déjà vu ce message. Notez bien que ce traitement est effectué pour chaque nœud traversé. Terminons enfin ce cours par le protocole de transport TCP. Avant de voir TCP, nous commencerons donc par quelques généralités sur la couche transport. Son rôle est de fournir une communication entre deux applications. Elle utilise le réseau comme une entité abstraite. À ce niveau, le routage et les technologies utilisées ne sont plus considérées. Ses tâches sont les suivantes. Elle doit s'assurer que les datagrammes arrivent à destination dans le bon ordre et communiquer avec la couche session afin de transmettre les données du réseau vers l'application ou l'inverse. C'est également la couche transport qui définit la structure des datagrammes émis. Nous rappelons ici brièvement le concept d'encapsulation. La trame liaison, de niveau 2, contient dans ses données le paquet réseau, de niveau 3, qui contient lui-même dans ses données le datagramme transport, donc de niveau 4. Il ne faut pas oublier que concrètement, c'est la trame qui est encodée sur le support physique. Dans le cas d'un transport avec connexion, les deux applications se mettent en relation en utilisant les services réseau de leurs OS respectifs. Concrètement, une des deux applications effectue un appel vers l'autre. Le protocole de transport permet alors de vérifier que le transfert est possible et que les applications sont prêtes. La connexion est alors établie et le transfert débute. Mais ce n'est pas fini. Pendant le transfert de données, le dialogue continue pour vérifier le bon acheminement des données. Le protocole de transport le plus connu se nomme TCP, pour Transmission Control Protocol. C'est de loin le plus utilisé dans la couche transport. Il fournit les services classiques, le contrôle d'erreur, la garantie de séquencement, c'est-à-dire la garantie que les paquets arrivent dans l'ordre, ainsi que le contrôle de flux, qui permet d'adapter la vitesse de transmission de l'émetteur à la capacité de réception du récepteur. Notons que TCP est full duplex. Une connexion TCP supporte l'écriture et la lecture simultanément et aux deux extrémités. Pour caractériser l'application en train de communiquer, TCP utilise un numéro de port, en plus de l'adresse IP, qui détermine la machine sur laquelle l'application s'exécute. Tous les numéros de port inférieurs à 1024 sont réservés pour des usages existants. Pour savoir à quel service correspond chaque port, il est possible de consulter la RFC 1700 ou le fichier etc service sous Unix. Notez que les ports sont différents de part et d'autre de la communication. Pour mettre en place une communication TCP, il faut donc 4 composants. Une IP locale, une IP distante, un port local et un port distant. Voici rapidement le format général d'un datagramme TCP. Nous y voyons tout d'abord le port source, c'est-à-dire le port utilisé par l'émetteur de ce datagramme. Il est naturellement complété par le port destination, c'est-à-dire le port normalement utilisé par le destinataire de ce datagramme. Vient ensuite le numéro de séquence, VS. Il sert pour le séquencement, mais contrairement à ce que son nom semble indiquer, ce n'est pas un numéro, mais l'index du premier octet transféré par rapport au message complet. Par exemple, si on doit transférer un message de 2000 octets, et que chaque datagramme ne peut en contenir que 1500,
ce message sera transmis en deux datagrammes, un de 1500 et un de 500 octets. Dans ce cas, le VS du premier datagramme vaudra 0, puisque c'est le tout premier octet du message complet que l'on attend, et le VS du deuxième datagramme vaudra 1501. C'est l'octet qui prend la suite après les 1500 premiers octets du premier datagramme. Notez qu'en réalité, la valeur initiale de VS n'est pas 0, mais une valeur aléatoire, pour des raisons de sécurité. Ensuite, le champ VR est utilisé pour l'acquittement. Il correspond au numéro du premier octet attendu de la part de l'autre distant. Il a exactement le même rôle que VS, mais pour les messages reçus au lieu de messages émis. Comme son nom l'indique, VR fait office d'acquittement. Tous les octets inférieurs à VR sont automatiquement acquittés, c'est-à-dire considérés comme étant correctement reçus et traités. Un champ important, dans un contexte de sécurité, est le champ code. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans un cours ultérieur. Il est important de comprendre le déroulement temporel d'une connexion TCP. Voici un chronogramme donnant un exemple d'établissement de connexion. Elle commence par l'envoi d'un message SYN, avec un numéro de séquence X de l'émetteur vers le récepteur. Notez que les deux hôtes émettent des messages. Nous avons simplement choisi ici de nommer émetteur l'hôte qui initie la connexion. Lorsque le récepteur reçoit le message SYN, il envoie à son tour un message SYN avec un numéro de séquence Y distinct de X. Mais dans cette réponse, il y a également un numéro d'acquittement égal à X plus 1 qui acquitte la bonne réception des X premiers octets. L'émetteur acquitte le message SYN à son tour avec un message ACK avec un numéro Y plus 1. Cet échange standard de 3 datagrammes au début de chaque connexion, TCP, est appelé le three-way handshake. C'est la procédure standard de l'établissement d'une connexion avec TCP. Une fois que ce three-way handshake est effectué, les deux hôtes peuvent échanger des données. Voyons maintenant la clôture de la connexion. Un des deux hôtes, ici l'émetteur par exemple, envoie un message fin avec un numéro de séquence Z. Le récepteur acquitte ce message de fin et comprend qu'il ne recevra plus de données de la part de l'émetteur. Au bout d'un certain temps, le récepteur va à son tour envoyer un message fin avec un numéro de séquence A, message que l'émetteur va valider avec un message d'acquittement doté d'un numéro d'acquittement A plus 1. La clôture d'une connexion TCP nécessite donc l'échange de 4 datagrammes. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être remarqué qu'il y a encore des échanges entre le premier message fin et le deuxième. Quelle en est la raison à votre avis? Réfléchissez bien et nous en parlerons lors des séances de TP. Le bon déroulement du transport est assuré par un temporisateur, c'est-à-dire une minuterie. Au départ du datagramme, un temporisateur est armé. Si le temporisateur arrive à échéance avant l'acquittement, alors le datagramme est réémis. TCP comprend également une fenêtre glissante qui détermine la quantité d'octets maximale que l'hôte peut envoyer avant d'attendre la réception d'un acquittement. Se pose alors la question de la taille de cette fenêtre. Afin d'assurer le contrôle de flux, la taille de cette fenêtre d'émission est ajustée dynamiquement. L'algorithme utilisé s'appelle AIMD pour Additive Increase, Multiplicative Decrease. L'idée est d'augmenter la taille de la fenêtre tant qu'il n'y a pas de congestion. L'algorithme commence par fixer une taille de segment, le MSS pour Maximum Segment Size.
Au départ, la taille de la fenêtre est 1 MSS, et à chaque acquittement reçu, on peut considérer qu'on est encore loin de la congestion. Donc, on multiplie par 2 la taille de la fenêtre. Ce départ est, de manière un peu ironique, nommé slow start. Quand la congestion est détectée, la taille de la fenêtre est alors divisée par 2, puis incrémentée de 1 à chaque acquittement, suivant jusqu'à la congestion, afin d'atteindre une taille optimale. Voici graphiquement ce que peut donner l'algorithme d'évitement de congestion AIMS. La taille de la fenêtre se trouve en ordonnée, elle est mesurée ici en multiple de la taille de segment. L'unité des abscisses est le round trip time, c'est-à-dire le temps que met une information pour faire un aller-retour source-destination. C'est typiquement ce que la commande ping mesure. Terminons ce cours par quelques mots sur UDP, qui est un autre protocole de transport. UDP signifie User Datagram Protocol. Il est défini par la RFC 768 et il est, comme TCP, encapsulé dans IP. L'objectif de UDP est une simplification de TCP en s'affranchissant de la lourdeur de l'établissement d'une connexion. En effet, avec TCP, il faut 3 étapes pour établir une connexion et 4 pour la clore. Si le datagramme est petit, ces étapes peuvent prendre plus de temps que le transport lui-même, ce qui n'est pas très utile, surtout si la connexion est fiable. UDP permet donc un transport plus simple. UDP est un protocole très simple. C'est juste une interface au-dessus d'IP qui précise l'application source et destinataire. En gros, c'est IP avec un numéro de port. L'émission des messages se fait donc sans aucune garantie ni contrôle du bon acheminement. Naturellement, tous les défauts d'IP sont reportés sur UDP. En contrepartie, UDP permet donc un échange de données sans établissement ni clôture de connexion. On dit que c'est un protocole de transport non connecté. Dans UDP, la gestion des ports est identique à celle de TCP. C'est un protocole qui est très utilisé, par exemple par DNS, NFS ou encore dans les jeux vidéo en réseau, car il est plus rapide que TCP. Pour terminer, voici un datagramme UDP. Comme vous pouvez le voir, l'entête du datagramme est réduite à sa plus simple expression. Un port source, un port destination, la longueur du message et une somme de contrôle, et c'est tout. C'est donc un protocole très peu coûteux, aussi bien en taille qu'en gestion, mais qui en revanche n'assure pas grand-chose par rapport aux spécifications de la couche transport dans le modèle OSI. Ce cours est maintenant terminé. Cette semaine, nous aurons des travaux pratiques sur IP et TCP afin de visualiser un peu plus concrètement les notions que nous avons vues dans ce cours. N'hésitez pas à solliciter l'intervenant si vous avez des questions. Bonne journée, à bientôt.